Dis juste que tu es tombée de vélo, murmura ma mère en me serrant le bras alors que nous étions assises dans la salle d'attente des urgences. J'avais 16 ans, je tenais mon épaule déboîtée, essayant de retenir mes larmes, tandis que mon frère Lucas restait impassible à ses côtés, sans la moindre trace de remords sur le visage. Je m'appelle Clara Moreau, et ce n'était pas la première fois que ma famille m'obligeait à mentir au sujet de mes blessures. Lucas, 2 ans plus âgé que moi, était devenu de plus en plus agressif depuis la mort de notre père, 3 ans auparavant. Ma mère appelait cela une période difficile, mais moi, je connaissais le vrai mot. Abus. Madame Moreau appela une infirmière, tenant une planche à clipser. Nous sommes prêts pour Clara. Je me levai, grimaçant de douleur alors qu'une lancinante douleur traversait mon épaule. Avant même que je puisse faire un pas, la main de ma mère s'agrippa fermement à mon poignet. « Souviens-toi, chuchota-t-elle, c'est un accident. On ne veut pas que l'avenir de Lucas soit ruiné à cause d'une bêtise. » L'avenir de Lucas. C'était tout ce qui comptait à la maison depuis la mort de papa. Les notes de Lucas, sa bourse sportive, ses perspectives universitaires, sa réputation. Personne ne semblait se soucier de mon avenir, de ma sécurité, ni de mes visites fréquentes dans divers services d'urgence, disséminés à travers la ville. L'infirmière nous conduisit dans une salle d'examen, fronçant les sourcils en observant mon état. « Tu peux me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, ses yeux bienveillants fixés sur les miens. J'ouvris la bouche pour répondre, mais ma mère l'interrompit aussitôt. « Elle est tombée de vélo. Clara a toujours été maladroite, n'est-ce pas, ma chérie ?» J'acquiesçais machinalement. Le goût amer des mensonges répétés encore frais dans ma bouche. La vérité était tout autre. Lucas m'avait tordu le bras derrière le dos parce que j'avais refusé de le laisser copier mon devoir de chimie. Il échouait dans plusieurs matières, et ma mère insistait pour que je l'aide à maintenir une bonne moyenne afin d'impressionner les recruteurs universitaires. L'infirmière notait tout, sa plume crissant sur le papier tandis qu'elle consignait une nouvelle version faussée des faits. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle n'arrêtait pas d'échanger des regards entre moi et ma mère, avec une expression indéchiffrable. « Clara, tu pourrais venir avec moi faire quelques radios ? C'est la procédure habituelle. » Ma mère hésita, jetant un coup d'œil vers Lucas. « Ton frère peut attendre ici. » Elle tenta de protester, mais l'infirmière fut ferme. « C'est la politique de l'hôpital. » Seule dans la salle de radiologie, l'infirmière dont le badge indiquait. Inès ferma la porte et se tourna vers moi. « Ce n'est pas la première fois que tu te blesses à l'épaule, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Je restai figée. Nous allions justement dans différents hôpitaux pour éviter précisément ce genre de questions. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait sentir qu'elle en savait déjà bien plus qu'elle ne le laissait paraître. « J'ai vu tes dossiers, » poursuivit-elle. Des hôpitaux différents, des blessures similaires, toutes expliquées comme des accidents. Clara, nous avons désormais un système centralisé. Tous les dossiers médicaux du pays sont reliés entre eux. Le docteur Laurent, notre orthopédiste, a remarqué le schéma. Mon cœur s'emballa. Pendant des années, j'avais porté ce secret seul, protégeant Lucas parce que ma mère m'avait convaincu que révéler la vérité détruirait notre famille. Mais là, devant moi, se trouvait quelqu'un qui avait déjà assemblé toutes les pièces du puzzle. J'essayais et parlais, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Inès posa doucement la main sur mon épaule intacte. « Tu n'as pas besoin de rien dire maintenant. Mais le docteur Laurent aimerait revoir tout ton historique médical. Et, Clara, elle attendit que je croise son regard, nous pouvons t'aider. Tu n'as plus besoin de couvrir pour lui. » Les larmes que je retenais depuis des années menaçaient de jaillir. « Ma mère, » murmurai-je, « elle ne me pardonnera jamais. Le rôle de ta mère est de te protéger, » dit Inès fermement. « Si elle n'accomplit pas ce devoir, alors c'est à nous de veiller à ce que quelqu'un le fasse. » Pendant qu'Inès prenait les radios, mes pensées s'emballaient. Toutes ces visites aux urgences, toutes ces histoires inventées chutes dans les escaliers, trébuchements sur des tuyaux d'arrosage, accidents sportifs étaient désormais documentés. Chaque fois que Lucas m'avait blessé et que ma mère l'avait défendu, cela avait été consigné noir sur blanc. De retour dans la salle d'examen, ma mère faisait les 100 pas, tandis que Lucas jouait sur son téléphone.
Le docteur Laurent nous attendait déjà une femme grande, aux cheveux argentés, dont le regard semblait percer à jour tous les mensonges soigneusement construits par notre famille. « Madame Moreau, dit-elle d'une voix professionnelle mais froide, j'ai examiné l'historique médical de Clara. Nous devons discuter d'un schéma de blessure profondément préoccupant. » Le visage de ma mère blêmit. Le téléphone de Lucas glissa de ses mains, et, pour la première fois depuis 3 ans, je ressentis quelque chose que j'avais perdu depuis la mort de mon père. L'espoir. La vérité allait enfin éclater au grand jour, et aucune excuse ni omission ne pourrait l'arrêter. Les dossiers hospitaliers avaient raconté mon histoire quand je n'avais pas eu le courage de le faire moi-même. Maintenant, tout était sur le point de changer. Le docteur Laurent se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. « Clara, aimerais-tu me dire ce qui s'est vraiment passé avec ton épaule aujourd'hui ?» Je regardai ma mère, qui secouait légèrement la tête en signe de dénégation, puis Lucas, qui me fixait avec ce même regard menaçant qui m'avait tant intimidée par le passé. Mais cette fois-ci, je n'étais pas seule. Cette fois-ci, j'avais des preuves. Je pris une profonde inspiration et commençai à parler. C'est Lucas. Il m'a tordu le bras derrière le dos parce que je ne voulais pas qu'il copie mon devoir de chimie. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le visage de ma mère se tordit entre horreur et colère, tandis que Lucas bondit sur ses pieds, son masque d'indifférence enfin fendu. « Elle ment !» cria-t-il. « Maman, dis-leur qu'elle ment !» Mais le docteur Laurent faisait déjà défiler des images sur sa tablette. « Madame Moreau, voici les radios de Clara des 3 dernières années. Multiples luxations de l'épaule, un poignet fracturé, 2 côtes cassées. » Elle avançait méthodiquement à travers les clichés chaque blessure enregistrée dans un hôpital différent, chaque explication plus invraisemblable que la précédente. Ma mère s'effondra sur une chaise, livide. « Nous voulions seulement protéger la famille, » murmura-t-elle. « Après la mort de ton père, Lucas avait besoin de stabilité. Il ne pouvait pas subir de conséquences. » Au lieu de cela, l'interrompit sévèrement le docteur Laurent. « Vous lui avez appris que la violence est acceptable et que cacher des crimes est normal. Comprenez-vous le message que vous avez transmis à vos 2 enfants? » Je vis des années d'excuses soigneusement élaborées s'effondrer autour de ma mère. Chaque mensonge, chaque promesse de protéger Lucas, chaque fois où elle l'avait choisi au lieu de ma sécurité, tout était exposé sous les lumières froides de l'hôpital. Inès revint accompagnée d'un homme en costume qui se présenta comme travailleur social. Le visage de Lucas passa de la colère à la panique. « Vous ne pouvez rien prouver », grogna-t-il, mais sa voix se brisa. C'est sa parole contre la mienne. « En réalité, » répliqua le docteur Laurent en tournant la tablette pour montrer une analyse détaillée, « ces blessures racontent une histoire très claire. L'angle des luxations, le schéma des fractures, tout correspond à une force intentionnelle, pas à des accidents, et certainement pas à des chutes de vélo. » Le travailleur social tout sauta légèrement. Compte tenu du témoignage de Clara et des preuves médicales, nous sommes légalement tenus d'en informer les autorités. La police devra enquêter. Ma mère fondit en larmes. « Je vous en prie. Lucas a une bourse universitaire. Il entre à la fac l'année prochaine. On peut régler ça en famille, comme on l'a toujours fait. »« Comme on l'a toujours fait ?» demandai-je, trouvant du courage dans la présence calme du docteur Laurent et d'Inès. « Maman, regarde-moi. Je suis aussi ta fille. Quand as-tu cessé de me protéger ?» Elle recula comme si je l'avais giflée. Pour la première fois, je vis de la honte dans ses yeux, pas de la détermination à sauver Lucas. Lucas tenta de s'enfuir par la porte, mais le travailleur social lui bloqua le passage. « Je vous conseille de rester ici. Fuir ne ferait qu'empirer les choses. » Peu après, 2 policiers arrivèrent. Ils prirent nos dépositions, photographièrent mes blessures et examinèrent tous mes dossiers médicaux. Lucas oscillait entre menaces et supplications, tandis que ma mère restait prostrée, en état de choc. « Clara !» dit doucement l'un des policiers. « Souhaitez-vous porter plainte officiellement ?» Je regardais mon frère le garçon qui, autrefois, partageait une glace avec moi après l'école, qui m'avait appris à faire du vélo avant la mort de papa, et qui, avec le temps, s'était transformé en un étranger violent.
Une part de moi voulait encore le pardonner. Mais je repensais alors à toutes ces fois où j'avais vécu dans la peur, chez moi, cachant mes ecchymoses sous des manches longues, pleurant en silence jusqu'à m'endormir, pendant que ma mère consolait Lucas dans le couloir. Oui, répondis-je fermement. Je souhaite porter plainte. Lucas fonça vers moi, furieux, mais les policiers le maîtrisèrent aussitôt. Alors qu'on l'emmenait menotter, il hurla « Tu as tout gâché! Maman, fais quelque chose !» Mais ma mère ne bougea pas. Elle resta là, les larmes coulant sur ses joues, alors que la réalité de ce qu'elle avait permis la frappait enfin de plein fouet. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit le docteur Laurent, posant la main sur mon épaule valide. « Ce ne sera pas facile, mais tu n'es plus seule. » Le travailleur social m'expliqua que je ne pouvais pas rentrer chez moi ce soir-là. Les services de protection de l'enfance devaient évaluer la situation et m'organiser un hébergement temporaire. « J'ai une tante », murmurai-je. « La sœur de mon père. Ma mère nous a interdit de la voir après sa mort. Nous allons la contacter, » assura le travailleur social. Alors qu'on me préparait à être transférée dans un autre hôpital pour une observation nocturne, ma mère finit par parler. « Clara, je suis désolée. Je croyais maintenir la famille unie, mais en réalité, je te détruisais. Je regardais cette femme qui avait tant échoué envers moi, mais qui restait ma mère. Je sais, dis-je simplement, mais désolée ne suffit plus. » À salle, j'aperçus mon R, en sortant de Leflay dans une vitre. Pour la première fois depuis des années, je ne voyais plus une victime me fixer. Je voyais quelqu'un de fort. Quelqu'un qui avait enfin choisi de dire la vérité. Les dossiers hospitaliers m'avaient donné une voix, mais c'est moi qui avais décidé de l'utiliser. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un tribunal, regardant Lucas plaider coupable aux accusations de violence familiale. Ma tante Élodie, qui m'avait accueillie dès cette nuit-là, me tenait la main tandis que le juge lisait la sentence. 2 ans de liberté conditionnelle, thérapie obligatoire et ordonnance de restriction. Monsieur Moreau, j'espère que vous comprenez la gravité de vos actes et que vous profiterez de cette opportunité pour changer. Lucas acquiesça, paraissant plus petit que jamais. Le frère arrogant qui m'avait terrorisé pendant des années avait disparu, remplacé par quelqu'un qui, enfin, devrait affronter les conséquences de ses actes. Ma mère était assise de l'autre côté de la salle. Elle suivait une thérapie, essayant de comprendre comment elle avait échoué en tant que mère. Notre relation restait distante, cela prendrait peut-être des années à se reconstruire, si jamais cela arrivait un jour. Mais au moins, elle avait cessé de justifier Lucas. Après l'audience, le docteur Laurent, qui avait témoigné en tant qu'experte, vint me parler. « Comment va ton épaule ?» demanda-t-elle, observant ma posture améliorée. « Beaucoup mieux, » souris-je. « La kinésithérapie aide, et vivre dans un endroit sûr aide encore plus. » Durant ces 6 mois, tout avait changé. La maison de ma tante Élodie était devenue mon refuge. Elle m'avait aidé à postuler aux universités, avait célébré mon admission dans l'université de mes rêves avec une bourse complète de 24 000 € par an, et jamais, pas une seule fois, ne m'avait demandé d'atténuer mon éclat pour protéger quelqu'un d'autre. Ma mère s'approcha, nerveuse, tenant son sac à main. « Clara, j'aimerais t'aider avec tes dépenses universitaires. Je sais que ça ne rattrape rien, mais… » « Ce n'est pas nécessaire, » intervint Élodie, protectrice. Mais je touchai son bras. « Merci, maman. Mais je me débrouille. La bourse couvre le logement et j'ai économisé 1 200 € avec mon travail à mi-temps à la librairie pour acheter mes livres. C'était une autre forme de liberté, travailler et garder mon propre argent, sans devoir le remettre pour payer les dettes de Lucas ou des urgences familiales. » En sortant du tribunal, j'aperçus Inès l'infirmière qui avait d'abord repéré le schéma. Elle était devenue une amie, suivant mon évolution, mais même dans mes candidatures universitaires. « Je suis tellement fière de toi, » dit-elle en m'étreignant délicatement. « Tu vas accomplir des choses incroyables à l'université. » Ce soir-là, ma tante Élodie organisa un petit dîner, non pas pour célébrer la sentence, mais ma réussite académique. Assis autour de la table, avec le docteur Laurent et Inès, devenue ma famille choisie, je fus submergée de gratitude. « Je propose un toast », annonça Élodie, levant son verre. À Clara, qui nous a montré ce qu'est le véritable courage, et aux dossiers médicaux,
ajouta-t-elle avec un sourire, qui disent la vérité même quand les gens se taisent. Nous rîmes, mais elle avait raison. Ces dossiers m'avaient fourni les preuves dont j'avais besoin pour me libérer. Plus tard, mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Je sais que tu n'as plus besoin de moi maintenant, mais je suis fière de toi. Tu es bien plus forte que je ne l'ai jamais été. Je ne répondis pas tout de suite. Notre lien restait fragile, une blessure qui ne cicatriserait peut-être jamais complètement. Mais, pour la première fois, il y avait de l'honnêteté entre nous. Ce soir-là, tandis que je rangeais des cartons en prévision de mon déménagement à l'université, je tombais sur une vieille photo. Lucas et moi, avant que tout ne s'effondre, avant la mort de papa, avant que la violence ne commence. Je n'éprouvais aucune tristesse en la regardant, seulement de la paix. La vérité ne m'avait pas seulement libérée, elle m'avait offert un avenir que je n'aurais jamais imaginé possible quand je vivais dans la peur. Un avenir où je pourrais aider les autres, où je pourrais m'épanouir, pas seulement survivre. En glissant la photo dans une boîte marquée « Passé », je souris. Les dossiers hospitaliers ont raconté mon histoire, mais c'est moi qui écris mon avenir. Et maintenant, nous aimerions savoir, combien de fois as-tu déjà tu une vérité pour protéger quelqu'un? Et t'es-tu perdu en chemin?